Alors, je crois qu'on ne va pas attendre plus pour avoir le plaisir d'entendre effectivement les réflexions des étudiants. Je n'ai plus le droit de dire des lycéens. Donc, je vais inviter le premier groupe. Donc, la soirée va s'organiser en 3 temps. D'abord, une réflexion autour de la notion de famille, savoir si la notion de famille est une notion qui est biologique et naturelle, ou si effectivement c'est simplement une notion culturelle et donc variable, avec une première réflexion globale, puis une réflexion sur la fonction du père et la fonction de la mère. Nous enchaînerons ensuite sur la notion de droit de l'enfant, avec la question de l'accès aux origines, et je crois d'ailleurs que dans la salle, il y a des membres de alors, ils vont m'aider s'ils sont là. C'est donc la PMA anonyme. Je ne sais pas s'ils sont là. Oui. Alors, vous restez anonyme. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Et donc, qui pourront effectivement, éventuellement cautionner ou invalider ce qui sera dit. Et puis, effectivement, 2 camarades réfléchiront sur le cas du petit Tian Tian, effectivement, un enfant qui est né après la mort de ses 2 parents biologiques. Et nous terminerons sur une réflexion plus sociétale sur la question de la liberté de la moitié de l'humanité, d'un genre féminin, de l'homme de genre féminin, à travers effectivement les révolutions scientifiques et éthiques de la deuxième moitié du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Et sans plus tarder, eh bien voilà, je donne la parole à Romain, à Chloé, à Léa et à Alexandra. Nous avons décidé de nous engager dans les débats citoyens des États généraux de la bioéthique, dans la mesure où cela concerne la société dans laquelle nous allons vivre, et que nous aurions trouvé ça frustrant de ne pas pouvoir nous faire entendre. En effet, le législateur envisage l'élargissement des techniques de procréation médicalement assistée aux couples de même sexe et aux femmes célibataires. Cela nous interroge sur la notion de famille. Est-ce une construction génétique ou une construction sociale ? En effet, la famille peut être considérée comme une institution universelle dans la mesure où toutes les sociétés ont une institution qui remplisse plus ou moins ces mêmes fonctions, à savoir donc, être une unité de consommation et de production, un lieu privilégié de l'exercice de la sexualité, de la reproduction et de l'éducation et de la socialisation. Cependant, cette institution ne prend pas les mêmes formes à travers le temps et à travers les différentes sociétés. En effet, si l'on remonte à l'Antiquité, Platon remettait déjà en cause la notion de famille. Et cette question a traversé toute la philosophie jusqu'à une heure plus actuelle. En effet, Elisabeth Badinter, dans L'amour en plus, nous montre que les familles de la noblesse donnaient à élever leurs enfants à des nourrices comme un signe de noblesse et de richesse, puisque l'éducation des enfants était considérée comme une basse besogne. Pour nous montrer que la famille est une notion sociétale, on peut aussi faire appel à l'ethnologie, en prenant par exemple donc, des tribus d'Amérindiens, où un homme peut épouser plusieurs femmes, et alors les coépouses vont s'occuper des enfants sans s'intéresser à leur filiation, ce qui montre que le lien biologique est relégué à un second plan au profit d'un lien, si ce n'est affectif, au moins social ou sociétal. Si on se déplace au Soudan, dans la tribu des Nouer, on peut voir des modèles familiaux qui vont mettre à mal notre conception occidentale de la famille, avec par exemple le mariage fantôme, donc qui est aussi fréquent que le mariage entre personnes vivantes, et qui concerne donc un mort sans descendance, son épouse donc, et des enfants qui vont être engendrés avec le frère du mort. Dès lors, les enfants s'inscrivent dans la filiation du père défunt et ne considèrent leur père biologique
que comme un oncle, ce qui montre bien que la généalogie familiale n'a rien à voir avec l'engendrement biologique. En ce qui concerne les sociétés occidentales, on peut s'intéresser à l'évolution de la notion de famille au Canada. En effet, avant la Première Guerre mondiale, donc la seule famille véritablement envisagée était la famille qui était créée par le mariage et qui visait à la procréation. Donc, après la Première Guerre mondiale, des politiques ont été mises en place pour favoriser l'adoption plénière, donc qui permettent d'offrir une possibilité d'une famille qui ne serait pas basée sur le lien biologique, puisqu'on rompt tout lien de filiation avec la famille biologique. Dans les années 60, ensuite, on assiste à une diversification des valeurs et des modes de vie qui va permettre, par exemple, le passage du mariage prescriptif à un mariage préférentiel qui va là valoriser la notion d'amour conjugal comme fondement de la famille. Ensuite, donc, avec le temps qui passe, la prise en charge de l'enfant devient un champ de réflexion de plus en plus important et la place de l'enfant dans la famille, du coup, prend de l'importance. On a aussi donc, la montée de l'État-providence qui va favoriser l'indépendance des individus et grâce à des aides sociales, on va voir l'apparition de nouveaux modèles familiaux comme la famille monoparentale, bien qu'elle reste tout à fait marginale. On voit donc que la définition de famille peut varier selon les époques et l'endroit et les sociétés auxquelles on s'intéresse. Pourtant, dans notre société actuelle, la définition de famille qui prévaut est celle réduite de Lévi-Strauss, à savoir l'union plus ou moins durable d'un homme, d'une femme et de leurs enfants. Cette définition est conforme donc à celle de la famille nucléaire, qui est celle composée d'un homme, d'une femme vivant sous le même toit, avec un ou plusieurs enfants qui leur sont génétiquement liés. Alors, quelle est l'importance du lien génétique ou de l'héréditaire au sein de la famille ? Quel rôle pourrait-il avoir dans l'épanouissement de l'enfant et la constitution de son identité ? La famille nucléaire a pour fondement un lien génétique entre les individus. Cependant, est-il essentiel dans la construction de l'enfant ? Ce sont les géniteurs de l'enfant qui lui lèguent un héritage génétique. Mais quelle est l'importance de cet héritage et est-il prépondérant ? Et donc, ça revient à nous demander si l'hérédité explique-t-elle tout. Il semblerait donc qu'un des meilleurs moyens pour vérifier la propension entre l'hérédité et les acquis de l'éducation soit de se pencher sur des études sur des jumeaux monozygotes séparés à la naissance. Les études de ce type ont défrayé la chronique dans les années 1990 et ils ont fortement impacté les opinions populaires. Elles semblent donner la part belle à l'hérédité. Dans l'étude de Bouchard, la plus célèbre, on note notamment le cas de deux jumeaux séparés à l'âge de 4 ans à 4 semaines, qui tous deux conduisaient le même modèle de voiture, avaient baptisé leur chien Toy, fumaient les mêmes cigarettes, buvaient la même bière et se rongeaient les ongles. Aux États-Unis, les résultats font l'effet d'une bombe. 70% de l'intelligence est héréditaire, clament certains titres de journaux. Demain, nous pourrons identifier les individus agressifs. Ceci traduit le début d'une volonté sociale de tout expliquer par le génétique. Or, peut-on considérer cela comme une preuve de la prépondérance de l'hérédité ? Ou a-t-on simplement trouvé ce que l'on souhaitait trouver ? Nos deux jumeaux ont tous les deux été adoptés par une famille américaine. Les parents recourant et réussissant à surmonter les embûches du long chemin vers l'adoption sont similaires du point de vue du milieu social, généralement une classe moyenne supérieure, pourvue de beaucoup de capitaux, qu'ils soient sociaux comme financiers, et qui sont nécessaires pour faire les démarches nécessaires et y avoir accès. Alors ils se développent aussi dans un milieu homogène, et donc ils sont éduqués de manière similaire, selon Bourdieu. Ils se ressemblent donc déjà par leur éducation, leur culture, leur formation primaire et les goûts qui codent l'appartenance à un milieu donné. Ils pratiquent les mêmes sports, ils boivent la même bière, écoutent la même musique, comme tous les jeunes d'une classe sociale formée. Ainsi, la construction de l'individu dépend de ceux avec qui il grandit et à qui il est confronté, bien plus que de son patrimoine génétique. Ces nombreuses études, loin de prouver que l'hérédité l'emporte sur l'éducation, semblent prouver que la gémellité sociale est supérieure à la gémellité biologique quant à la construction de l'individu. Alors il semblerait que le rôle de la famille ne soit non pas de léguer une hérédité, mais une éducation. En science, on considère qu'un fait est vrai lorsqu'il a été prouvé, non pas lorsqu'on n'a pas pu prouver le contraire. Or, la prépondérance de l'hérédité n'a jamais été prouvée et a même été réfutée à de maintes reprises. Si l'hérédité semble donner des dispositions, c'est le milieu, donc notamment l'éducation, qui les renforce ou les active, sauf dans un cas de maladie génétique grave.
Ce qui remet donc en cause la pertinence d'une volonté de maintenir à tout prix le cadre d'une famille biologique. L'enfant est une quasi-page vierge quant à son comportement, ses goûts, il va se façonner par l'interaction avec ceux qui l'aiment et qui l'éduquent. La génétique ne rentre que très peu en compte ici, lorsque Platon conseille de retirer les enfants des futurs gardiens pour les éduquer. Il considère que l'homme est façonnable, quelle que soit son hérédité. C'est là la différence essentielle entre les hommes et les animaux. L'homme se construit, évolue, se projette. C'est ainsi que Jean Rostand, dans Pensée d'un biologiste, en tire les conclusions suivantes. Le biologique ignore le culturel. De tout ce que l'homme a appris, éprouvé, ressenti le long des siècles, rien ne s'est déposé dans son organisme. Chaque génération doit refaire tout l'apprentissage. De jeunes fourmis isolées de la fourmilière refont d'emblée une fourmilière parfaite. Mais de jeunes humains séparés de l'humanité ne pourraient reprendre qu'à la base l'édification de la cité humaine. La civilisation fourmi est inscrite dans les réflexes de l'insecte, la civilisation de l'homme est dans les bibliothèques, dans les musées, dans les codes. Elle exprime les chromosomes humains, mais elle ne s'y imprime pas. Alors, on constate donc que l'importance de l'héritage génétique transmis à l'enfant est à relativiser, puisque aucune preuve scientifique n'a véritablement pu être établie jusqu'alors de l'influence des gènes sur la personnalité ou tout ce qui va relever des comportements. Dès lors, on peut se demander si la famille ne constituerait pas davantage une réalité culturelle et sociale, fondée sur une dimension peut-être plus affective et éducative que sur une dimension biologique. On ne peut pas négliger l'influence du génétique sur la vie des hommes, plus ou moins importante selon les cas, ni l'importance que la société accorde à l'hérédité, puisqu'on a pu observer par exemple dans les années 70 l'apparition d'une volonté de tout expliquer par les gènes. Néanmoins, l'humain est aussi une construction sociale, puisque ce sont les autres, comme Sartre l'a expliqué, c'est par rapport au regard d'autrui que je me construis. Et certains phénomènes sont aussi culturels et sociaux et peuvent faire appel à d'autres facteurs d'explication que des facteurs génétiques. Mais la famille dite nucléaire est tellement inscrite dans notre quotidien qu'elle peut apparaître comme un fait naturel. Or, précisément, le fait que la composition de la famille varie d'une société à l'autre ou d'une époque à une autre semble indiquer que cette idée n'est pas... serait peut-être un préjugé. Donc, la famille est la première instance de socialisation avec laquelle l'enfant est en contact et elle lui permet de constituer son identité. Il est donc nécessaire de s'interroger sur le lien qui unit le parent à l'enfant et de définir la fonction de la famille pour l'enfant. Le rôle premier de la famille semble être de protéger l'enfant et de lui permettre de s'épanouir. Elle représente un refuge pour lui et fera preuve de solidarité à son égard. On voit qu'il n'est ici pas question d'hérédité et en réalité, chaque famille se fonde sur un ensemble d'habitudes quotidiennes, d'affects, de ressources et de ce point de vue, le lien biologique peut, dans certains cas, constituer un facteur facilitateur, puisqu'on peut considérer qu'il constitue une sorte de mise de départ pour construire ce contexte commun, mais en aucun cas une condition absolument nécessaire. Donc c'est un ensemble de mécanismes sociaux qui permettent à la famille de se constituer comme groupe uni, puis de se renforcer. Pour preuve, si on sépare les enfants de leurs parents biologiques à la naissance, ils n'en auront pas nécessairement conscience avant que cela ne leur soit révélé. Et c'est socialement que se construit l'individu. Et c'est davantage l'éducation faite par les parents qu'acquiert l'enfant au cours de sa vie. Donc on pourrait parler de capital social et culturel qui tient une place importante dans son développement et son épanouissement. Or, ces fonctions peuvent a priori tout à fait être assurées par des individus qui n'ont pas de lien génétique avec l'enfant. Donc par exemple, on pourrait s'intéresser aux nourrices qui, des fois, vont élever des enfants dès un très jeune âge avec qui donc, ces enfants vont développer un lien tout à fait particulier sans pour autant se développer de façon anormale. Et donc, il semblerait que les termes de famille homoparentale ou monoparentale ont attiré l'attention sur l'absence de la figure du père et de la mère à la fois, tandis que la nouveauté résidait plutôt dans le terme de parentalité qui met l'accent sur la dimension justement éducative, affective de la relation parent-enfant. Et avoir recours à un donneur qui ne sera pas le père de l'enfant dans le cadre de la PMA
ne semble pas poser de problème en ce qui concerne l'éducation, le développement, l'épanouissement de l'enfant, si ce n'est peut-être le besoin pour celui-ci de connaître l'identité de ce géniteur, besoin qui peut d'ailleurs peut-être s'expliquer par une survalorisation du biologique dans la société d'une part, mais qui peut peut-être aussi être lié au sentiment de ne pas avoir accès à une partie de sa propre histoire. Donc en réalité, le problème majeur en ce qui concerne la définition de la famille semble résider dans le fait qu'il y a encore une superposition de la figure du parent et de celle du géniteur, puisque ces deux figures sont confondues dans la majorité des familles à l'heure actuelle, qui se trouvent justement être des familles dites nucléaires. Et un certain nombre d'éléments concourent à cette confusion. Donc on peut par exemple penser au livret de famille, sur lequel figure la mention « né d'eux » et non pas « fils d'eux ». Et donc finalement, l'humanité est caractérisée par la constitution d'un socle de connaissances qui ne cesse d'évoluer, d'être renouvelé. Et on pourrait légitimement se demander pourquoi ce socle de connaissances ne pourrait pas évoluer en ce qui concerne la famille. Effectivement, aucune enquête ou rapport sérieux émanant de quelque institution que ce soit n'est prouvé à ce jour que l'épanouissement des enfants issus de familles homoparentales ou monoparentales était plus difficile que pour les enfants issus de couples hétérosexuels. D'abord, comme le souligne le CCNE, parce qu'il y en a peu et que ces modèles familiaux étant assez récents, nous manquons de recul pour pouvoir réellement les analyser. Certains arguments avancés pour justifier qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de grandir dans une famille mono ou homoparentale résident dans l'idée que l'enfant aurait besoin de s'identifier à un modèle masculin et à un modèle féminin, ou encore qu'il aurait besoin de se représenter une origine crédible, alors qu'il comprendra à partir d'un certain moment qu'il n'a pu être conçu que par un homme et une femme. En réalité, aucune preuve scientifique n'a pu établir de façon formelle qu'il était néfaste pour un enfant d'être élevé par une seule personne ou par deux personnes de même sexe. Un certain nombre de spécialistes, entre autres Serge Effez et Marcel Ruffo, estiment que l'identification au masculin et au féminin peut se faire avec d'autres personnes que les parents, et que les couples homosexuels sont aussi aptes à être parents que les couples hétérosexuels, ce qui a été reconnu par la loi au moment de l'autorisation de l'adoption pour les couples homosexuels. La fonction parentale n'appartiendrait donc pas à un genre. Deux personnes qui ne sont pas les géniteurs de l'enfant peuvent être ses parents qui l'aiment et l'élèvent. Cela ne pose pas de problème du moment que les choses sont claires pour l'enfant. En outre, c'est le cadre qui doit être sain, le cadre de la famille qui doit être sain. Cela dépend de la pédagogie des parents et non du sexe. Une famille mono ou homoparentale, mais qui aime l'enfant, vaut mieux qu'une famille hétéroparentale qui serait toxique à l'enfant. Enfin, aucune étude ou rapport ne montre que les familles homoparentales ou monoparentales, les enfants vont moins bien. Comme dans n'importe quelle famille, il peut y avoir des problèmes, mais ça ne se passe pas spécialement plus mal dans ces familles-là. Par ailleurs, un couple hétéro ou homosexuel doit être marié pour que les deux parents soient au regard de la loi parents adoptants. S'ils sont seulement pacsés, seul l'un des deux parents est alors reconnu comme adoptant et il est donc le seul à avoir des droits sur l'enfant. Cette distinction entre parents adoptants et parents sociaux au regard de la loi est toutefois problématique, car en cas de décès du parent adoptant, l'enfant est considéré comme orphelin et le parent social n'a alors aucun droit sur lui. De plus, même si la loi garantit les mêmes conditions d'adoption pour un couple homosexuel qu'un couple hétérosexuel, il existe malgré tout une forme d'autocensure liée à certains comportements homophobes. Certaines personnes préfèrent alors formuler une demande d'adoption en se déclarant célibataires, de peur de subir ce genre de remarques. En outre, comme nous l'avons montré précédemment, on ne peut affirmer qu'un modèle de famille prévaut sur un autre. En effet, il paraît absurde de juger un cercle aussi intime que la famille par rapport à une normalité présupposée. Normalité imposée par qui et par quoi? Si on prend le terme de norme, il désigne à l'origine la loi. Or, dans ce sens-là, la norme ne peut pas être utilisée comme argument contre les familles homo- ou monoparentales, puisqu'elle leur permet précisément d'exister depuis 2013. C'est pour cela qu'au regard de la loi, il nous paraît légitime d'ouvrir la PMA aux couples homosexuels et lesbiens. En conclusion, nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas une, mais des familles, et que c'est un concept humain qui évolue selon les époques et les cultures. On remarque d'ailleurs qu'au sein d'une même société, d'un pays ou d'une institution, différents modèles familiaux coexistent. Pour ce qui est de l'éducation, tout le monde est confronté au même problème, faire au mieux. Et comme l'a répondu Freud à une patiente qui lui demandait comment être une bonne mère, faites ce que vous voulez, de toute façon ça sera mal.